vous donner la possibilité de vous exprimer via un outil Klaxoon. On va vous envoyer le lien dans le fil de discussion tout de suite pour que vous puissiez rapidement pouvoir échanger sur les scénarios des publics. Alors, on vous transmet dans le fil de discussion le lien Klaxoon et vous allez pouvoir vous connecter à Klaxoon directement et sur Klaxoon, via un système de post-it, vous commentez les bénéfices ou risques que représente chaque scénario et la recommandation que vous feriez à l'État. Donc, on vous invite à aller donc, sur le fil de discussion, vous retrouvez le Klaxoon, vous cliquez dessus, vous enregistrez votre nom, ou prénom ou pseudo, et puis à partir de là, vous pourrez commenter les scénarios et on fera collectivement un débrief. Peut-être, Luc, pour ceux qui ne sont pas familiers de Klaxoon, je pense qu'il peut être important de rappeler que vous pouvez, quand vous allez arriver sur Klaxoon, vous pouvez zoomer ou dézoomer avec votre petite molette de souris ou à l'aide des boutons plus et moins qui sont sur le côté droit de votre ordinateur, de votre écran. Et pour générer des post-it, vous avez la possibilité de le faire à l'aide du petit plus qui est au milieu, en bas au milieu de votre écran, ce qui génère un post-it. Vous tapez dedans, ensuite vous pouvez le positionner à l'aide de votre souris sur les différents espaces qui sont proposés pour chaque scénario. Voilà la mise en image de Klaxoon. Donc, vous arrivez sur ce tableau et puis, comme évoquait Julie Dumont, vous pouvez voir maintenant zoomer. Et puis, pour ajouter un post-it, vous avez le bouton plus. Donc, on voit que certaines personnes déjà commencent à indiquer des post-it. Alors, je ne sais pas si les gens peuvent prendre la parole directement, mais si certains ont des soucis, éventuellement, je peux faire la saisie de leur post-it s'ils le souhaitent. Enfin, vous pouvez mettre dans le chat scénario 1 et puis votre commentaire et éventuellement, j'irai les coller. Alors, on se donne quelques minutes encore pour écrire, ceux qui veulent écrire des post-it sur ce tableau de bord où on retrouve les 5 scénarios et indiquer voilà, votre recommandation à l'État, ce qui permettra de nourrir le compte-rendu final. Alors, si vous avez des difficultés sur Klaxoon, n'hésitez pas à les inscrire sur le fil de discussion. On les reportera, comme l'évoquait Julie Dumont, on les reportera tout de suite sur le tableau de bord.
Alors, on a pas mal de réactions, mais rien sur le scénario 2. Je le précise au cas où. Alors, je ne sais pas, Carole, peut-être si tu peux gérer le petit bug. Là, il y a eu un post-it géant. Oui, et du coup, on ne sait pas où est-ce qu'il se situe. Puisqu'on dirait qu'il est fait référence à un scénario, mais je crois que c'est sur le premier, enfin le scénario 0, mais c'est pas complètement clair. Si la personne qui l'a mis peut le rapetisser et puis le placer, ça sera plus simple pour qu'on ne fasse pas d'interprétation erronée de vos commentaires. On ne voit pas là bien quand vous avez mis l'ensemble des postes. On n'arrive pas à lire davantage. Mais En je fait, vais les grossir. Mais vous pouvez les grossir aussi en zoomant. Alors, pour l'instant, alors ça dépend si vous êtes sur le klaxon directement, vous pouvez le grossir avec votre souris. Si vous n'êtes pas sur le klaxon, plus tard, on va les présenter et on fera des zooms pour que vous voyez clair. Vous avez reçu le mien, Claude 33. C'est le scénario 3 que j'ai indiqué avec une modification à cause de l'SPR Gironde. Bon, je vous propose qu'on commence à regarder les résultats et puis on pourra mettre une discussion. Je vais essayer de zoomer sur le scénario 0 pour qu'il y ait une vue un peu. Voilà, scénario 0. Voilà, vous avez la vision du scénario 0. Est-ce que, Julie, voudrais-tu nous dire un petit mot ou... Oui, bien sûr. Alors, du coup, le post-it qui indiquait le seul qui préserverait la biodiversité exceptionnelle de la zone, effectivement, je l'ai placé là en pensant que c'était là. Mais bon, voilà, si ce n'est pas le cas, vous me reprendrez. Donc ça, c'était pour les bénéfices de ce scénario 0, pas de projet. En ce qui concerne les risques, très clairement, ils vont tous dans le même sens, hein. Condamner le développement de l'éolien en mer sur la façade, ne pas atteindre l'objectif de neutralité carbone et mettre en péril la sécurité d'approvisionnement. Quelqu'un nous précise que le conflit actuellement montre bien le risque d'une dépendance aux énergies fossiles, donc le besoin de développer les ENR et rester dépendant des hydrocarbures russes. Ensuite, dans les recommandations, nous avons 2 recommandations qui concernent ce scénario. Une qui est ne détruisez pas la crédibilité de l'éolien et de l'État en retenant les scénarios 1, 2, 3 qui nient la protection de l'environnement et les orientations prises par l'État et par l'Europe. Et le deuxième est faire bilan coût-avantage de ce projet. Nous en avons vraiment besoin. Point d'interrogation. Voilà pour ce qui s'est dit, en tout cas, sur ce scénario 0. Alors, je propose une suggestion qu'Anaïs commente le scénario 1. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu quelques vignettes sur ce scénario.
En termes de bénéfices, donc le projet historique, selon les personnes qui ont mis des post-it, permet un raccordement rapide en courant alternatif et il permet d'utiliser le gisement disponible dans les eaux territoriales. Il permet aussi de finalement capitaliser sur les échanges, les discussions qu'il y a pu y avoir dans le cadre des précédentes concertations. En revanche, il porte le risque d'impact sur l'environnement, en particulier sur la biodiversité. Alors, merci Anaïs. Scénario 2, est-ce que Arnaud, alors on a vu une petite inversion par rapport, est-ce que Arnaud pourrait nous en dire un petit mot par rapport à... Alors, on a perdu Arnaud. Oui, non, j'ai retrouvé mon micro. Vous m'entendez? C'est bon? Parfait. Alors, scénario 2, donc il est moins commenté. On pourrait dire ça comme ça. Le premier point, c'est que c'est le moins commenté. Alors, en termes de bénéfices, donc, il y a la question du paysage, hein, plus au large, donc il va résoudre les questions liées à la visibilité. En revanche, en termes de risque, en écho en fait au précédent, c'est qu'il ne permet pas de bénéficier du gisement dans les eaux territoriales. Et puis, donc, les recommandations seraient peut-être plutôt dans le cadre d'un phasage, donc avec un premier parc qu'on imagine plus proche, et donc une extension qui pourrait être dans cette zone élargie, intéressant pour une extension du premier parc. Alors, scénario 3, j'invite Denis à nous le commenter. J'essaie de faire en sorte que tout soit visible pour tout le monde. Voilà. Je veux bien le commenter. Est-ce que tu peux me zoomer un petit peu les bénéfices, Luc? Oui. Voilà. Alors, dans les bénéfices, un participant a noté, évidemment, que retenir des scénarios hors parc naturel marin et naturel de l'île correspond forcément plus à une entente de nombreux acteurs. Et ça permet de résoudre les craintes liées à la protection de la biodiversité en ne remettant pas en cause l'éolien dans son principe. Et évidemment, dans les autres bénéfices, il est plus éloigné, donc il est moins visible pour les gens qui ont exprimé des craintes sur la visibilité du parc éolien en mer. Sur les risques, coût d'électricité, le participant écrit trop important, en tout cas il est sûrement plus important, donc projet irréalisable. Ça, c'est ce que disait Francis tout à l'heure. Ça dépend dans quelle tranche du projet on se place. Enfin, on n'est pas là pour apprécier les commentaires. Donc, quelqu'un a estimé que le projet était réalisable, qu'elle devenait trop coûteux. Et puis, dans les risques, le développement de l'éolien en mer n'est pas incompatible avec les aires marines protégées. Moi, j'aurais plutôt mis ça dans les bénéfices que dans les risques. Mais bon, voilà, il a été mis là. Dans les recommandations, le scénario 3 hors du parc naturel marin semble le plus adapté, mais attention à la navigation et l'accès au cargo et l'estuaire de la Gironde. Et puis enfin, quelqu'un a fait une recommandation, c'est de mesurer l'impact sur les zones de navigation de plaisance, notamment, car c'est une zone importante pour naviguer au moment des périodes d'affluence de l'été. Alors, le scénario 4, si Francis a pu réparer son micro, entre-temps. C'est vous qui allez me dire si vous m'entendez. Oh, alléluia, parce que c'est un peu le running gag de la commission, les problèmes de micro. Alors, j'ai quand même passé les 3 premiers scénarios, non pas à écouter ce que vous avez dit, mais à bidouiller l'ordinateur. Alors, le scénario 4, donc, quand on dit, l'idée, c'est voilà, c'est pour l'avenir. Hein, un scénario qui est complémentaire, nécessaire aux besoins d'avenir. Celui-là, j'ai envie de dire, il se placerait, si j'interprète ce petit carré jaune, il se placerait dans notre fameuse idée, et c'est quoi le coup d'après? C'est-à-dire la planification de la mer sur long terme. Alors, dans les risques, là, il y a beaucoup de petites vignettes, il y a beaucoup de post-it dans les risques. Le coût de l'électricité est trop important. Alors évidemment, puisque c'est plus loin, le coût de raccordement est certainement supérieur, c'est ça que veut dire ce petit post-it. Donc, deuxièmement, incompatibilité probable avec la pratique de la pêche professionnelle. Là, on est très très loin.
La question, c'est évidemment, quand on va vers le large, c'est de savoir ce qu'est la pêche professionnelle très au large, alors qu'on l'a bien renseigné dans les zones, dans la mer territoriale en particulier. Alors, une énergie moins compétitive, donc plus chère pour le consommateur, puisqu'on part du principe, j'imagine que parce que c'est loin et que c'est plus cher, l'électricité va être plus chère. Techniquement plus difficile, alors parce que c'est du flottant. J'imagine que c'est ça qu'il y a dans cette petite vignette. Et alors, on perd une partie, dernier post-it, on perd une partie de la ressource éolienne plus proche des côtes. À vrai dire, je ne sais pas interpréter cette vignette parce que, a priori, plus on est loin, plus il y a de vent. C'est bien ce que j'ai cru comprendre de la part des experts qui sont intervenus. Bon, peut-être il faudra demander à la personne qui a posé cette vignette d'expliquer parce que la vignette, évidemment, résume tout un raisonnement. Alors, les recommandations, c'est à garder pour plus tard, quand plusieurs parcs seront déjà déployés. Effectivement, on voit bien que le scénario numéro 4 est un scénario pour l'avenir, d'une certaine façon. C'est ça qui ressort de ces... Avec une interrogation quand même dans les risques sur le fait que ce n'est peut-être pas tellement intéressant sur le plan de l'efficacité pour produire de l'électricité. Comme ça qui ressort de quelques vignettes. Voilà pour le scénario 4. Alors, Anaïs Lefranc-Morin qui... Oui, c'était juste, bon, à moins que la personne qui a indiqué sa vignette veuille prendre la parole, c'était peut-être pour dire que le post-it qui posait question, donc qui était en fait sur la perte d'une partie de la ressource éolienne plus proche des côtes, fait écho à des choses qu'on a entendues pendant le festival sur le fait que si on était dans une perspective d'un développement relativement important de l'éolien en mer à l'échelle de la France, il y aurait probablement au moins 2 parcs. Et donc, en fait, que si on situait le premier parc déjà très au large, quid du second? Est-ce qu'on aurait la possibilité de faire un deuxième parc très au large? Et donc, voilà, une interrogation finalement sur le fait d'investir dès le départ l'espèce le plus au large au regard justement de la question de la planification de l'éolien à long terme. Enfin, c'est comme ça que je lis le Alors, post-it. moi, je propose, Anaïs, que la personne qui aurait écrit ce post-it, si elle le souhaite, puisse développer justement l'argument. Comme Francis l'a dit, un post-it, c'est un résumé d'un argument. Et donc, si elle le souhaite, on vous invite un temps d'échange. Donc, tout le monde a pu s'exprimer via le klaxon. On a lu collectivement les messages. Donc, si des gens souhaitent prendre la parole, vous pouvez lever la main en appuyant, en cliquant sur en bas du panneau Zoom et on vous écoute. Alors, a priori, pas trop de réactions. Un unanimisme s'empare de cette réunion. Alors, non, on a une main levée. Oui. Oui, allez-y. Bonjour, oui. Il n'y a pas parmi nous aussi des pêcheurs professionnels dans la visio? Alors, on a des représentants de pêcheurs professionnels. J'ai cru voir le comité régional et le comité départemental, donc les deux comités présents à cette réunion. Mais si vous avez une question, n'hésitez pas à poser votre question, monsieur. Parce que justement, ils ont voté contre, et même les plaisanciers, pêcheurs plaisanciers, et les plaisanciers en temps normal, pas forcément que des pêcheurs, ne souhaitent pas dans le parc marin, notamment pour l'approche des 12 000 nautiques. Donc, pour la position du posé entre 50 et 70 mètres semble plus intéressant, bien qu'il y a un problème de taxe qui ne viendrait pas aux villes. C'est ce qu'il ressort de cette difficulté, car dans tous les cas, les éoliennes poseront un problème pour les professionnels, mais c'est à eux à en parler. Ce n'est pas aux plaisanciers pêcheurs que je suis à insister à leur place. N'oublions pas non plus, ça a été dit dans les différentes visios, que la zone n'est pas assez ventilée par rapport à la Bretagne et à la Manche. Vos collègues, la dernière fois, l'ont bien dit.
Donc, est-ce que c'est vraiment une nécessité de le faire là? Par contre, la géopolitique ces jours-ci nous montre que malgré tout les inconvénients ou les impacts, il y a une nécessité nationale de chercher de s'éloigner des ressources étrangères en carbone, pétrole ou gaz. Ça devient une nécessité criante. Donc, dans un moindre mal, voilà. Pour moi, pour l'instant. Merci, monsieur, pour ce témoignage. S'il n'y a pas d'autres prises de parole sur un retour sur les 5 scénarios, je vous propose de passer à la deuxième partie de notre réunion, qui sont des questions autour du débat public. Je vous invite alors les 2 questions. Nous avons, la commission a retenu 2 questions que nous vous posons. La première, c'est comment accueillez-vous les alternatives produites par les publics? Donc, c'est une question générale sur un des grands axes de ce débat, qui a été d'offrir au public la possibilité d'instruire des alternatives au projet, et notamment des alternatives liées aux caractéristiques de localisation ou de technologie. Discussion forte nourrie lors de plusieurs réunions entre technologie posée et technologie flottante. Et puis, je le redis sur la question de la localisation. Donc, première série de questions. Et deuxième grosse question, qu'avez-vous retenu du débat public? Sachant que cette question ne préempte pas le fait que le compte-rendu sera livré le 28 avril, pas avant. Ce sera le 28 avril que le compte-rendu sera délivré. Je vous propose, alors même si la discussion, on fera une discussion libre après coup, mais pour permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer, de retourner sur le klaxon, donc le même, et juste en dessous des scénarios, il y a 2 tableaux qui vous permettront de pouvoir donner vos idées sur comment accueillez-vous les alternatives produites par les publics, plutôt positivement, négativement. Vous pouvez clairement dire c'est pas le boulot du débat, ou c'était le boulot du débat, ou il fallait peut-être le voir autrement. Enfin, toutes les paroles seront les bienvenues. Et puis la deuxième, qui est beaucoup plus générale, c'est ce que vous avez retenu du débat public, soit un peu en mode évaluation, soit en mode vos conclusions à vous de ce débat, puisque nous avons vu que nous avons cheminé pendant 5 mois et que les objets de discussion ont un peu évolué pendant les 5 mois. L'intervention de monsieur juste avant, intégrant un aspect de géopolitique, montre bien que l'actualité percute en permanence le déroulement d'un débat public, et même jusqu'au dernier jour. Donc, on vous invite à aller sur le klaxon pour pouvoir nous puissions recueillir vos réponses à ces 2 questions. Alors, pour ceux qui auraient du mal à aller sur le klaxon, comme toujours, on peut mettre des questions, vos remarques dans le fil de discussion, et nous les remettrons sur le fil du klaxon. Voilà, n'hésitez pas à le faire, effectivement, pour ceux qui ne sont pas sur Klaxoon. Vous mettez 1 pour la question qui est comment accueillez-vous les alternatives produites par les publics, et 2, qu'avez-vous retenu du débat public? Voilà, vous mettez le chiffre et puis votre remarque, et moi je les répercuterai directement sur le Klaxoon.
On va encore garder 1 ou 2 minutes pour terminer de remplir le klaxon. Et après, on va débriefer collectivement. Bon, je pense que vous pouvez continuer de toute façon en direct à remplir le klaxon. Donc, on va s'intéresser à la première question. Comment accueillez-vous les alternatives produites par les publics? Parce qu'on va rappeler qu'un débat public, c'est un débat des publics, hein, que la commission particulière organise le débat, mais d'elle-même ne peut pas produire des arguments de contenu sur le fond du débat public, à la différence, par exemple, d'un commissaire enquêteur ou autre. Donc, on peut voir sur ces post-it les différentes affirmations émises par vous. Donc, les zones alternatives proposées ne permettent pas de planifier sur le moyen et long terme le développement de l'éolien en mer sur la façade. On a bien conscience que les alternatives répondaient aux questions du débat. Donc, les questions du débat, je les reprends. C'est une proposition de l'État de lancer un appel d'offres pour un projet de 500 MW à 1000 MW pour 2022 puis 2022-2023, si le projet se fait à la sortie du débat, et un deuxième appel d'offres pour 2024. Il se posait donc la question de la planification, et ce post-it soulève une question importante que nous avons traitée dans une réunion thématique spécifique sur les enjeux de planification. Donc, je vous invite à retrouver les éléments de cette réunion thématique du 11 février, vendredi 11 février matin, où plusieurs intervenants, dont le syndicat des énergies renouvelables, FEE, et d'autres acteurs ont évoqué le sujet. Les alternatives proposées ont permis d'élargir et de compléter le cadre du projet proposé par l'État. Donc oui, c'est l'intérêt. Les alternatives proposées ont ouvert un dialogue constructif avec les professionnels de l'éolien. On a organisé une réunion sur le devenir de l'éolien en 2030, réunion du mardi 22 février. Alors, elle n'est pas encore, l'intégralité de la réunion n'est pas encore sur le site internet, mais elle le sera dans le courant de la semaine où vous pourrez retrouver les éléments. Alors, cette semaine, après l'essentiel du débat, nous avons connu un conflit violent sur notre continent et la seconde partie du rapport du GIEC. 2 raisons importantes de développer toutes les alternatives et différents scénarios. Un post-it qui rappelle que voilà, le débat public s'inscrit dans une actualité et que nous avons connu des actualités qui est la COP 26, des rapports complémentaires du GIEC, mais aussi des alertes sur l'UISN sur la protection de la nature. Hein. Il y a eu un grand congrès à Marseille l'année dernière. Donc on voit que le débat public, il ne se fait pas hors sol, il se fait connecter à l'actualité. Semble objectif le scénario 0 et exhaustif, toutes les combinaisons possibles. La suite que l'État donnera à ce débat sera un bon indicateur de la crédibilité de la CNDP et de l'écoute démocratique de l'État.
le vieux slogan de la CNDP était « Vous donner la parole et vous faire entendre et la faire entendre ». Donc, c'est un peu la deuxième partie du slogan de la CNDP qui est en jeu, de savoir si cette parole des publics sera entendue par l'État. Alors, la question, c'est quelle parole, puisqu'il y a pratiquement tous les scénarios sur la table. Et donc, on pourrait, de manière assez machiavélique, dire que de toute façon, l'État répondra forcément à un des scénarios qui est présenté par les publics. La commission du débat n'a pas vocation à dire quel scénario est le meilleur, mais à faire en sorte que les arguments des différents scénarios soient le plus exhaustifs possible de ce que vous pensez. Ce ne sont pas des alternatives, mais d'autres projets à réaliser en complément pour atteindre la neutralité carbone. Une question de fond importante, de savoir si on est dans le cadre d'alternatives ou c'est d'autres projets qui seraient reconstruits à partir de zéro. Donc, c'est une question de fond. Je vous propose à partir de ces éléments d'engager une discussion et nous verrons la deuxième question après coup, mais vous pouvez toujours continuer à les renseigner. Alors, y aurait-il des prises de parole ? Bon, je vois que pas de prise de parole de main levée. Alors, nous allons continuer notre petit bonhomme de chemin pour la deuxième question. Alors, c'est l'avantage des klaxons, c'est que ça permet à tout le monde de s'exprimer, mais ça épuise un peu après l'expression des paroles orales. Et bon, c'est pas très grave parce que l'intérêt d'un débat public, et en l'occurrence, on l'a dit à toutes les réunions, c'est de récolter vos arguments. Et donc, quel que soit le canal de récolte, nous, on moissonne des arguments et on est content que ceci fût dit. Alors, je reviens sur la deuxième. Qu'avez-vous retenu du débat public? Ah, excusez-moi pour l'effet de zoom. Ce qui permettra de perdre un peu tout le monde au passage ou d'avoir un mal de mer garanti. Qu'avez-vous retenu du débat public? Alors, difficile, je pense, de répondre toujours en un post-it, hein, mais les post-it sont nombreux et riches. Moi, je serais d'avis à ce que mes camarades de la commission puissent se saisir un peu de ces différents post-it. Ils les ont soit là, soit directement eux, et qu'ils puissent les commenter un peu collectivement. Alors, l'exercice est un peu compliqué à 5, mais on peut s'y lancer. Anaïs, je vois que tu opines du chef, donc on te donne la parole. Denis Lély, on voit qu'il est D'accord. Ok, oui. En fait, peut-être en préalable, on peut souligner qu'il y a plusieurs types de réactions. En fait, il y en a certaines qui sont vraiment relatives à l'organisation du débat lui-même. Il y en a d'autres qui concernent finalement des enseignements plus, on va dire, d'ordre du constat, d'enseignements en fait qui ont été, qui sont formulés à l'issue du débat, et enfin quelques questions qui sont plutôt à destination du maître d'ouvrage que de la commission. Donc peut-être que je propose de parler des post-it qui concernent le débat lui-même, et puis je laisserai mes camarades prendre la suite. Donc, en ce qui concerne le débat, alors, il y a un certain nombre de regrets qui ont été formulés. Certains qui concernent le fait que certaines réunions ont été déplacées ou annulées et que donc, voilà, ça a complexifié finalement le suivi du débat. Alors, c'est vrai qu'on est conscient de ce fait-là et bien entendu, ça n'était pas... c'était en fait, disons qu'on a dû s'adapter à un certain nombre de contraintes, et en particulier de contraintes liées au Covid-19, qui ont fait que, par exemple, le festival qui devait se tenir en janvier a dû être reporté. Un certain nombre de réunions qu'on avait prévues en présentiel ont dû passer sur un mode visioconférence, parfois un peu tardivement, parce qu'on attendait
finalement de savoir comment évoluer la situation sanitaire et on avait à cœur, on va dire autant que possible, d'organiser les choses en présentiel. Et donc, voilà, on attendait parfois un peu le dernier moment pour voir où en était la situation, notamment au mois de décembre et janvier, où ça évoluait très vite et où toutes les semaines, on avait des nouvelles mesures, des nouvelles recommandations, etc. D'où effectivement ce changement de format de certaines réunions dont on comprend qu'il ait pu être perturbant pour certains et certaines d'entre vous. Alors, je compléterai, Anaïs, aussi par le fait que le débat a connu sa surprise. Le fait que l'extension de la zone ayant nécessité une extension aussi d'un mois du débat nous a obligés à replanifier un certain nombre de réunions thématiques qu'on avait prévues, parce qu'il ne s'agissait pas pour nous de passer un mois supplémentaire à se tourner les pouces. Il était clair qu'il y avait un certain nombre de sujets à évoquer. Le fait qu'on ait aussi une expertise complémentaire a obligé aussi à s'adapter un petit peu. On voit bien, Francis l'a dit clairement à plusieurs reprises, hein, il a dit que le débat public, c'est pas un horaire de chemin de fer où tout serait prévisible avant même que le débat commence. On est souvent percuté par des événements d'actualité, par des parties prenantes qui n'auraient peut-être pas été identifiées en phase amont, qui viennent, qui se manifestent et qui demandent à ce que des sujets soient débattus. Donc, tout cela a fait évoluer. Par exemple, je prends un exemple. Au début, il était prévu en juillet, dans les modalités du débat, une seule réunion sur l'environnement. Au regard de l'évolution du débat, on a considéré qu'il fallait faire 3 réunions sur l'environnement. Donc, 2 réunions qui n'étaient pas prévues ont dû être organisées un peu sur le tas. Donc, oui, on a conscience qu'il a été difficile de le suivre et qu'il y a toujours eu une petite part d'improvisation. Mais cela n'était sur la nécessité de coller aux demandes du public et au besoin que le débat soit le plus exhaustif possible et qu'on rate pas un sujet important. Et malgré tout, ce qu'on retient, c'est qu'il y a toujours eu du monde lors des réunions qui ont été organisées. Donc, on vous remercie de votre souplesse, comme vient de le dire Luc. C'était vraiment, on va dire, au service du débat qu'on a cherché à le faire, même si on entend que ça peut être un petit peu déroutant. En ce qui concerne le fait de ne pas avoir eu toujours des réunions en visioconférence, effectivement, en fait, c'est alors, je vois qu'il a dit il était normal. Je nuancerai, puisqu'en fait, il y a seulement 2 ans, avant la crise sanitaire, finalement, on avait uniquement des réunions en présentiel et tout le monde s'en accommodait très bien. Enfin, il pouvait y avoir des choses en visioconférence, mais on va dire que les formats en visioconférence étaient beaucoup moins utilisés dans le cadre des débats publics. Il se trouve que mettre en place on va dire une diffusion en direct, ça induit des contraintes techniques et des coûts qui sont non négligeables. Que nous, on a privilégié le fait de pouvoir organiser notamment un festival avec énormément de propositions de formats, très variés en fait, pour toucher une variété de publics plutôt que de privilégier des aspects plus techniques. Et dans la mesure où les réunions qui n'étaient pas diffusées en direct sont mises en ligne par la suite, c'est vrai que ça ne nous semblait pas de nature à compromettre la bonne information des publics. Donc, j'entends que c'est un regret, mais mes collègues pourront compléter. Mais je pense que ça correspond aussi à une réalité qui est que les formats mixtes, présentiels, distanciels ne sont pas toujours évidents à mener parce que tout simplement, il y a des questions de son et de bonne participation des uns et des autres qui font que c'est pas toujours optimal non plus. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions, mais en tout cas, je pense que c'était... Ouais, moi, je compléterais simplement aussi avec le fait qu'on a parfois des réunions présentielles
qui sont filmés, c'est lors des plénières notamment, mais quand on fait des réunions présentielles avec des ateliers en sous-groupe à 5-6 personnes par sous-groupe, il est difficile, entre guillemets, de filmer et d'obtenir un rendu qui soit intéressant. Et là, dans ces cas-là, effectivement, on est sur du compte-rendu écrit pour faciliter tout simplement le partage de tout ce qui aura été dit dans les sous-groupes. Voilà, il y a aussi ces contraintes, je dirais, d'animation qui viennent complexifier encore un peu plus. Voilà. Et peut-être pour finir, avant de laisser la parole à mes collègues sur les autres post-it, donc il y a des personnes qui ont apprécié les formats hybrides présentiel visio, où en fait on avait les intervenants en présentiel et les participants autres en visio. Donc on note aussi les frustrations de ne pas pouvoir tout suivre. Alors c'est vrai qu'il y a, enfin, débat public, c'est énormément d'événements à différents moments de la journée, de la semaine, différents endroits. Et donc, effectivement, c'est compliqué de tout suivre. Mais voilà, c'est aussi tout simplement lié au fait qu'on essaie de proposer beaucoup de choses. Et donc, on comprend que ça génère des frustrations, mais ça fait un petit peu partie du jeu. Je note que une personne a indiqué que le festival avait permis d'ouvrir le champ des possibles, et notamment une prise de conscience des enjeux écologiques des enjeux énergétiques de long terme, ce qui était effectivement un des objectifs. Et puis, la remarque qui avait déjà été, il me semble, formulée précédemment, qui est que la suite que l'État donnera à ce débat sera un bon indicateur de la crédibilité de la CNDP et de l'écoute démocratique de l'État, comme ça a déjà été indiqué, commenté, je ne vais pas recommenter. Alors, si d'autres veulent aller sur... donc, on a des post-it un petit peu de fond. Arnaud, vas-y. Ouais, je voulais revenir sur le fond, un peu peut-être... alors, je sais pas, moi, c'est ma façon de comprendre les choses, et sur le coût, sur les questions de prix et de coût. Moi, je trouve, et je vais peut-être le dire comme ça, qu'on n'a pas vraiment été au fond de cette question-là, parce qu'elle est peut-être difficile, parce qu'il y a énormément d'incertitudes techniques diverses et variées. Je ne sais pas si on est capable de l'investiguer. Et par ailleurs, elle demandait aussi d'aller au-delà de l'éolien et d'aller voir le prix, ou en tout cas de vendre des éoliennes, des énergies électriques et autres à terme. Je ne sais pas quel est le terme, mais en tout cas, à terme, mettons 10 ans. Je ne sais pas si on est vraiment capable d'en parler. On voit bien que toute l'actualité peut changer d'un jour ou l'autre, tout ça. On n'a pas vraiment fait une étude ou une réunion vraiment complète sur à quel prix est-on prêt à vivre avec une électricité dans 10 ans. Voilà, je pense que ça reste ouvert, sachant qu'on avait quand même la question, c'est qu'on a quand même un prix cible qui existe dans notre projet, et que peut-être celui-là, on ne l'a pas mis beaucoup en discussion. Ça pourrait faire partie des choses, à mon avis, sur lesquelles on n'est pas... Voilà, on aurait pu mieux faire, pour le dire comme ça. Oui, on peut... Oui, allez-y, monsieur. Oui, alors je vous remercie pour la précision, ou l'imprécision sur le coût de l'électricité. C'est la chose quand même qui est le plus palpable par les gens. Parce que des promesses, c'est une chose, et après, on voit la réalité. Je ne comprends pas la difficulté qu'il y aurait eu de mettre, pas forcément en visioconférence, mais simplement en diffusion, en vision simple. Les débats publics, par exemple, les derniers, de l'île d'Oléron et l'île de Ré, même sans intervenir, parce que ça complique intervenir, mais uniquement d'entendre ce qui se dit. Ça permet de mieux gérer. Et je serais surpris, suite aux derniers événements, de voir ou d'entendre les réflexions des gens qui ont parlé jusqu'à présent, qui sont intervenus, quels seraient leurs avis maintenant quand on voit la dépendance avec les événements tragiques, ce qu'il en est. Il est certain que ça doit faire réfléchir les gens pour dire qu'il faut mieux avoir de l'électricité en éolienne que ne plus l'avoir ou en manquer, surtout si on a des pannes électriques ou s'il faut changer dans quelques années nos centrales nucléaires avant qu'elles soient reconstruites. Et je pense que là, il faudrait le revoir, cette question-là, avec les gens. Que pensez-vous du problème avec la géopolitique actuelle de guerre? Merci.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions, soit de membres de la commission, soit des publics, hein, sur cette... Qu'avez-vous retenu du débat public? Je vais couper le partage d'écran, donc c'est expression libre, hein. Denis Cuvillier. Oui, on a enlevé l'écran, mais enfin, sur l'image dessous, il y avait un certain nombre de remarques. Je vais le remettre. Oh, mais bon, je crois que les gens les ont vues, mais il y a un certain nombre de remarques qui portaient sur la planification de long terme. Là, on a eu un débat de projet, parce qu'évidemment, c'était l'entrée du débat, c'était un projet. Mais un certain nombre de remarques en dessous disent qu'il a manqué cette dimension planification de long terme. Je pense que ça, c'est adressé largement plus à l'État qu'à la Commission, mais nous en ferons le relais dans notre compte-rendu, soyez-en assurés. Et je crois, je parle à la place de l'État, mais je crois avoir compris que les prochains débats ne seraient plus des débats de projet, mais seraient des débats de façade, ce qui permettra quand même d'élargir le champ de la réflexion. Je ne sais pas s'il y a un représentant de l'État qui peut confirmer, infirmer mon propos, mais ce serait intéressant. Le temps que l'État se prépare éventuellement à cette question, Denis, moi, je voudrais quand même revenir. Là, il y a un nouveau post-it qui est apparu et que je trouve assez intéressant et qui est, je retourne la question, est-ce que chaque membre de la CPDP peut nous dire quelles sont leurs surprises dans ce débat? Voilà. Donc, préparez-vous, chers membres de la commission, à répondre à cette question. Ce post-it est bien parce que moi, j'avais prévu cette question pour les membres de la commission, mais de manière plus large que la surprise, sur à chaud ce qu'ils retenaient du débat sans préjuger le compte-rendu et sans non plus aller trop loin. Écoutez, alors, est-ce que la DGEC ou la DREAL est présente pour nous répondre? Bon, ça a été évoqué à plusieurs fois, hein, le fait, Denis. Logiquement, il y aura un débat de planification pour le renouvellement des DSF. Et donc, il est théoriquement pour la façade sud-atlantique, c'est le dernier débat de projet. Denis, vas-y. Je peux réagir. Ce que j'ai retenu de ce festival en tant que membre de la commission particulière, c'est clairement le festival qui a conclu le débat public. Moi, j'avais fait des débats publics dans le passé. Je n'avais jamais eu cette forme d'organisation d'un débat. Et moi, j'ai trouvé ça à la fois riche, intéressant. Et vraiment, c'est un sujet qui a fait avancer les réflexions des participants du festival, mais globalement de tous ceux qui ont pu suivre de loin ce festival. Donc voilà, moi, ça a été vraiment ma surprise et le grand intérêt que j'ai trouvé à ce débat. Alors, un autre membre. Moi, je veux bien intervenir. Allez, Arnaud. Oui, alors, je ne sais pas si c'est une surprise, mais en fait, moi, on va dire à titre professionnel, je passe ma vie à parler de ce genre de questions, de comment transformer les transports, c'est mon sujet. Et en fait, on se voit que la question de l'ancrage territorial des solutions évoquées plus largement, elle est en fait extrêmement difficile à mettre en débat et à faire converger des idées ou des idéaux un peu globaux. Et en fait, on voit que localement, c'est compliqué. Et je ne vise pas du tout du NIMBY, c'est vraiment un problème plutôt de concrétisation de notre volonté, j'imagine, de tout le monde, de pouvoir changer les comportements face au changement climatique, etc. Et on voit que dès qu'il s'agit de concrétiser, eh bien, on a des enjeux d'échelle, on a des enjeux de temporalité, on a des enjeux de transformation, de représentation et d'imaginaire qui sont compliqués. Et en fait, la question que je pourrais nous reposer, c'est voilà, comment avoir un débat public qui permette de prendre ça par toutes ses facettes. Et c'est extrêmement difficile. Je ne sais pas si c'est une surprise, mais en tout cas, c'est un constat. Julie. Oui, alors moi, dans les surprises, moi, je n'avais pas fait de débat public. Jusqu'à maintenant, c'était le premier auquel je participais. Moi, j'ai été très surprise par l'ampleur, on va dire, des sujets abordés. J'étais habituée à faire des concertations préalables sur de l'éolien terrestre notamment, et là je trouve que les sujets étaient extrêmement techniques et que les publics sont rentrés vraiment dans les sujets techniques
Et ça a été une surprise. J'ai été surprise aussi, alors ça me fait rebondir sur un post-it qui n'a pas encore été lu ou traité, c'est la circulation des fake news, qui est quelque chose qui m'a interrogée aussi assez souvent dans ce débat et qui m'a surpris. Effectivement, il y a parfois des propos qui sont… alors, il y en a certains où c'est évident, et puis d'autres où c'est des sources qui diffèrent, des chiffres qui, selon les sources, ne sont pas les mêmes. Voilà, des choses comme ça qui ont porté beaucoup de réactions, notamment sur la plateforme participative qu'on est plusieurs à avoir suivi de près. Voilà, donc les surprises, c'est aussi l'intensité de la participation sur ce débat public. Et notamment la fréquentation pendant le festival, même si l'espace en camp est extrêmement vaste, voilà, les chiffres en fin de journée nous ont quand même permis de voir que sur 2 journées, on avait touché plus de 1000 personnes, et ça, c'était voilà, c'était une surprise intéressante. Voilà. Mais en tout cas, le fait que les publics soient rentrés vraiment dans la technicité des sujets, moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement étonnée. Et peut-être pour finir, avant de laisser la parole à Francis, et puis peut-être aussi aux membres du secrétariat général, en ce qui me concerne, je dirais que ce qui m'a surpris, alors c'est moins l'intensité des débats, parce qu'au regard on va dire de l'importance du projet, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même beaucoup de participation et de discussion, mais ce qui m'a étonnée, c'est la diversité des positions qui ont été portées par les différents publics. D'ailleurs, en fait, les 5 scénarios qu'on a discutés juste avant en témoignent. On a vraiment eu une palette très vaste de positions par rapport au projet, avec vraiment des arguments de différents ordres, et aussi bien très ancrés dans la situation locale que se rapportant à des considérations d'ordre beaucoup plus large, en fait, qui renvoient à des questions nationales, européennes, voire mondiales. Donc ça, c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à avoir autant de positions différentes qui ne se résumaient pas finalement à un pour ou contre le projet, mais vraiment à des oui mais, non, sauf si, etc. Donc ça, c'était un élément d'étonnement. Et sinon, ce que j'en retiens, c'est quand même la complexité des enjeux qui sont abordés et leur intrication, ce qui fait que voilà, on va avoir du travail pour le compte rendu afin de rendre tout ça à la fois, de montrer en fait cette diversité des positions, mais aussi l'ampleur des enjeux et leur complexité technique, comme l'a dit Julie, mais aussi voilà, parce qu'on a des interactions entre l'environnement, l'économie locale, les activités du territoire, l'identité du territoire, ses paysages, etc. Donc vraiment beaucoup de questions qui feront que voilà, je pense qu'on aura à cœur de rendre à la fois tout ça lisible et en même temps de pas trop, enfin d'essayer autant que possible de ne pas réduire l'ampleur des enjeux soulevés et la difficulté des sujets, qui sont vraiment, voilà, comme je disais, assez complexes, il me semble. Francis. Oui, moi j'écoute avec intérêt, puisque entre nous, on s'est beaucoup consacré au débat et on n'a peut-être pas beaucoup échangé sur notre vécu. Donc là, c'est une séquence qui est aussi intéressante pour la commission elle-même. Une surprise de taille moyenne, c'est qu'au milieu du débat, le maître d'ouvrage change sa question avec l'extension de périmètre, et d'autre part aussi le changement de la profondeur d'eau pour un parc posé qui passe, si on est bien attentif à ce qui a été écrit, de 50 à 60 mètres. Alors ces 2 modifications en cours de débat, oui, pour moi c'est une surprise, mais j'ai bien dit de taille moyenne. Mais je pense qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Et alors, la vraie grosse surprise, c'est une attente. J'aimerais être surpris par la décision du maître d'ouvrage.
ça renvoie au post-it qu'on a lu tout à l'heure. La crédibilité de la CNDP dépend de l'écoute, finalement, et de l'intégration d'un certain nombre de remarques qui sont faites dans le cadre du débat public. Et c'est vrai que la CNDP n'a de sens qu'à partir du moment où, comme on a pu le formuler entre nous plusieurs fois, finalement, la question posée par le maître d'ouvrage ne sort pas du débat comme elle y est entrée. C'est-à-dire qu'entre les deux, il s'est passé 5 mois, et même un peu plus pour nous, qui travaillons depuis mars dernier, il s'est passé du temps, il y a eu des éléments de contexte qui sont intervenus. Bref, la question n'est plus la même qu'il y a un an. Et c'est vrai que mon attente de surprise, c'est avec une certaine impatience la décision de l'État. Mais si je peux greffer là-dessus une autre remarque relative à l'intérêt d'avoir suggéré d'imaginer des alternatives. Personne n'était obligé d'imaginer des alternatives. Si personne dans ce débat n'avait répondu à cette suggestion qu'on a faite, on n'aurait pas du tout eu le chapitre alternative. Bon, le fait de suggérer des alternatives, ça va finalement mettre le maître d'ouvrage, mettre l'État, dans la position de répondre à chacun de ces scénarios, d'une certaine façon, pour les réfuter, pour les admettre, pour les modifier. Bref, l'État va devoir répondre au travail que certains participants de ce débat public ont fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Peut-être que c'est ce que la Commission attend de l'État. Et c'est là qu'il y a peut-être cette attente de surprise de ma part. Voilà pour les surprises. Alors, s'il n'y a pas de remarques particulières des publics, qui eux peuvent aussi avoir connu des surprises, on va enchaîner avec la dernière partie de cette réunion qui sera très courte puisqu'on va vous partager la suite du débat. Et puis après, on fera un petit dernier tour de table s'il y a des prises de parole. Et cela pourra conclure définitivement ce débat public qui se clôt ce soir. Donc, vous pouvez encore poser des questions, encore donner des avis sur la plateforme participative du débat public, mais à partir de minuit, elle sera fermée. Donc, les suites sont simples. Il n'y a que 4 points qui sont évoqués sur ce panneau. Le compte-rendu qui sera publié le 28 avril, précisément, donc dans la journée du 28 avril. Ce compte-rendu sera présenté dans le territoire courant mai. Donc on reviendra vers vous d'ici quelques semaines pour vous donner les dates qui ont été retenues. Il faut que les membres de la commission soient disponibles, que le territoire des salles soit disponible, etc. etc. Jusqu'au 28 juillet, donc du 28 avril jusqu'au 28 juillet, donc pendant la période des 3 mois, il y aura une réponse ministérielle. Pour mémoire, le projet a été saisi par 2 ministres, ministre de la Transition écologique et ministre de la Mer. Alors, on verra quels seront les ministères au mois de juillet. Et il y aura une réponse ministérielle sur le compte-rendu et notamment les avis que le public aura fait remonter à la commission et qui auront été retranscrits dans le compte-rendu. Et puis en juillet, une présentation des réponses de la maîtrise d'ouvrage dans le territoire. Donc le même dispositif qu'avril-mai. Voilà, il n'y a pas plus à dire puisqu'après tout sera suspendu à la décision ministérielle, soit de poursuite ou non du projet et à quelles conditions, quelle localisation, etc. etc. On peut faire un dernier tour de table avant fermeture. Luc, il y avait une question qui avait été posée dans le chat à laquelle on n'a pas répondu, qui était éloigner les parcs éoliens hors des 12 miles supprimera les droits des taxes. Point d'interrogation. Alors, on a eu une réunion. On peut inviter monsieur
reprend la réunion ancrage territorial et réunion planification. Donc, il y a 2 réunions publiques thématiques, celle du vendredi 11 février et celle du mercredi 23 février, où ont été évoquées la question des taxes. Alors, pourra quand même apporter une réponse à monsieur pour pas qu'il aille triturer des pages et des pages de verbatim. Il y a une taxe prévue en eau territoriale, donc avant les 12 nautiques, qui est un régime de répartition connu, 50% pour les collectivités locales, 35% pour les différents comités des pêches, et puis des pourcentages pour d'autres acteurs, type OFB, SNSM. Et puis au-delà des 12 nautiques, il y a un régime de taxes du même montant, mais dont la ventilation n'est pas connue. Voilà, c'était pour résumer très rapidement Alors, il y a une autre question, une réponse apportée par la DGEC. La question était quand l'implantation sera-t-elle arrêtée? Et donc, M. Guillaume Rouvière a indiqué si le projet devait être poursuivi à la suite du débat public, la décision ministérielle identifiera une zone d'implantation. Cette zone sera à nouveau réduite pendant le dialogue concurrentiel de la procédure d'appel d'offres. Le public sera informé de cette réduction de zone pendant la concertation post-débat. Donc là, effectivement, on vous renvoie à la partie dans le dossier du maître d'ouvrage, qui est en soi assez volumineuse, mais qui porte sur les suites du débat, où en fait sont indiquées toutes les échéances qui suivront le débat dans le cas où le projet serait confirmé en juillet. Mais en tout état de cause, dans sa réponse, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire au mois de juillet, va manifestement, s'il décide de poursuivre le projet, qui est toujours la phrase préliminaire, va manifestement désigner une zone à l'intérieur de laquelle les industriels pourront construire un parc. C'était bien ça la question posée de quand. Donc c'est au plus tard 3 mois après la remise de notre compte-rendu. Mais c'est bien au plus tard. Et le au plus tard, c'est 28 juillet. Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques, questions, levées de main, je vais laisser à Francis le soin de conclure. Excusez une seconde. Oui. Vous avez parlé qu'il y avait une zone 3 modifiée, mais que vous n'aviez pas eu le temps de la marquer sur la carte. J'ai posé une question écrite tout à l'heure qu'il fallait faire attention avec l'entrée de la zone de l'estuaire. Est-ce que vous allez nous montrer la carte que l'État a modifiée du projet, du scénario 3? Alors, le scénario 3, monsieur, est hors de la zone d'étude. Donc, l'État, c'est un scénario, donc vraiment dans le spectre des alternatives telles que l'on avait indiqué. Et c'est donc des propositions des publics au regard d'un certain nombre de cartes d'enjeux et d'informations que les publics ont eues, qu'ont proposé une localisation en dehors de la zone d'étude et en dehors du parc naturel marin. Et donc, je vous invite à aller dans le site du débat, sur les différentes journées et ateliers, notamment le 14 janvier, où vous aurez toutes les propositions des publics, donc toutes les pastilles de localisation des publics et aussi leur argument qui justifie leur position. Nous, on ne fait que recueillir des arguments. Les scénarios, c'est une synthèse des propositions, mais vous le verrez dans le compte-rendu, l'intégralité des propositions se retrouveront dans le compte-rendu. Donc, tout à fait. Francis, je t'invite à conclure. Bon, quelques mots. Alors, peut-être quelques mots, 3 ou 4 phrases, c'est pas la peine d'épiloguer. Je voudrais d'abord dire, je vais commencer par nous. Si les participants à cette réunion m'y autorisent, je voudrais dire le plaisir que j'ai eu à travailler avec toute cette commission. On a appris certainement beaucoup de choses, on a pris beaucoup de recul, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons abordé ce débat avec humilité. On n'arrive pas en disant on sait tout, vous allez voir ce que vous allez voir.
Le deuxième point, mais tout à l'heure, Julie et Anaïs l'ont exprimé, c'est comme ça dans tous les débats publics. Les participants qui s'investissent, qui sont motivés du début à la fin, sont des gens qui sont dépositaires d'une grande quantité de connaissances, qui sont évidemment capables, comme tout le monde, et comme le maître d'ouvrage d'ailleurs, de construire des argumentations. Et c'est bien ça qu'on a recueilli, et c'est quelque chose de vraiment réconfortant au sein de la commission de voir se construire des systèmes argumentaires d'une certaine façon, et qui débouchent d'ailleurs pour partie sur ces fameuses solutions autres que celles du maître d'ouvrage. Dans ce débat, finalement, ce qui ressort, de notre point de vue, c'est que on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot. On avait bien senti dès l'origine du débat que si on restait à l'intérieur de la zone des 300 km², qui était la première finalement commande de l'État sur le plan périmètre d'études, finalement on allait aller sur un débat où ce serait oui, non et pour, contre. Et je pense que chercher à prendre un peu de recul, à prendre un peu plus de largeur géographiquement et un peu plus de recul sur le temps et l'avenir en particulier, avec nos interrogations sur la planification de la mer à long terme, tout ça permettait d'éviter en quelque sorte de s'empierger d'une certaine façon dans le oui-non ou le pour-contre. Et je pense que c'est un choix qu'on a fait assez précocement, et on a été satisfait de voir qu'une partie des publics avait accepté en quelque sorte de jouer ce jeu des alternatives à la proposition du maître d'ouvrage. Voilà. Alors pour terminer, je disais tout à l'heure, mais cette fois c'était sur le téléphone, je disais ce soir ce n'est qu'un au revoir, puisque vous avez vu que on va travailler pendant 2 mois, on va revenir vers vous sur le terrain pour vous présenter notre compte-rendu, et notre compte-rendu on le présente en même temps, en toute transparence, comme c'est une des conditions même de fonctionnement du débat public. On va le présenter en même temps à tous les publics, à vous, et en même temps au maître d'ouvrage. On reviendra donc sur le terrain pour cela au bout des 2 mois. Peut-être que pendant les 2 mois, on aura le retour de notre recueil de dires d'experts sur l'avenir technologique de l'éolien en mer. Et je pense qu'on aura la possibilité de le mettre à votre disposition sur le site du débat public. Peut-être un autre point qui a déjà été énoncé, mais profitons-en pour le répéter, les cahiers d'acteurs. Bon, certaines parties prenantes ou associations ou élus ont émis des cahiers d'acteurs il y a déjà plusieurs semaines. Si on tient compte de ce qui s'est passé dans les dernières semaines du débat, les dernières réunions thématiques et également le festival, si certaines parties prenantes souhaitent faire une version 2 de leur cahier d'acteurs qui en fait remplacerait et annulerait la précédente, eh bien c'est une possibilité qu'on leur offre jusqu'au 20 mars. Mais pas au-delà, parce qu'ensuite on va avoir vraiment besoin de ces cahiers d'acteurs pour rédiger de façon précise notre compte-rendu. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un au revoir ce soir, et puis une fois qu'on aura rendu notre compte-rendu, on ne va pas disparaître pour autant. Comme vous l'avez vu tout à l'heure dans l'image que Luc vous a montrée, lorsque le maître d'ouvrage va, et c'est là mon attente de surprise, va rendre sa décision et surtout motiver sa décision, eh bien, nous serons à nouveau présents pour commenter le retour du maître d'ouvrage. Ainsi est prévue finalement la démarche de débat public telle qu'elle a été conçue par la CNDP. Voilà. Alors, un tout petit point supplémentaire. Lorsque nous présenterons notre compte-rendu, nous aurons également le plaisir d'accueillir avec nous Chantal Joanneau, la présidente de la CNDP, qui vous rendra son propre bilan du débat public. Donc nous, c'est un compte-rendu circonstancié, et la présidente, c'est un bilan du débat public sous l'angle justement de cette fameuse démocratie participative. Voilà ce que je pouvais dire ce soir pour terminer. Donc à bientôt d'une certaine façon. Merci Francis et à bientôt. Au revoir. Au revoir.